On passait pas l'été. On Ouais, passait pas les vendanges, quoi, on va dire. Non, là, il y en a encore un peu de PGE ouais. qui reste, mais si j'avais voulu être rentable, j'aurais ouvert un McDo, hein. Avec l'argent que j'ai mis, j'aurais ouvert 2 McDo et j'ai la coulerais douce. Non, mais voilà, mais sauf que j'ai pas envie d'ouvrir un McDo. Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, je suis avec Philippe Betchard, qui dirige un domaine viticole dans le Bordelais, en biodynamie, en permaculture. Et cette crise a été très violente pour lui. Il a revu toute sa stratégie. Il s'est fait accompagner d'une coach. Il a mis en place une boutique d'e-commerce en utilisant les techniques d'aujourd'hui. Et c'est vraiment très intéressant de voir son approche du domaine viticole, de l'entreprise et de ce monde qui change. Donc, je m'appelle Philippe Betchart. Et donc, moi, je dirige donc un domaine viticole qui s'appelle, enfin, sa dénomination commerciale, c'est Château Les Graves de Viau. Voilà. Et où il se trouve où exactement ce domaine, s'il vous plaît? Ben, dans le nord de la Gironde, dans le nord du Bordelais, en allant vers les Charentes. Donc c'est un domaine viticole que vous avez racheté en 2010, c'est Exactement. ça? Oui. Et que vous avez transformé en biodynamie. Est-ce que vous pourriez juste nous partager quelques chiffres, je ne sais pas, nombre d'employés, ce que vous voulez partager avec nous sur votre chiffre d'affaires, Oui, oui, le oui, volume? bah, volontiers. Donc, c'est un petit domaine, hein. Par rapport à la taille moyenne à Bordeaux, on est plutôt petit. Dans les Côtes-de-Pau, on est moyen. Donc, c'est 11 hectares et demi de vignes sur un domaine de 15 hectares. C'est 2 salariés à plein temps, plus moi à plein temps, et ma mère qui m'aide sur la partie comptable, un mi-temps et un tiers de temps. Ma mère est à la retraite, normalement. C'est 11 hectares et demi, c'est en bio environ 60 000 bouteilles par an. Voilà, donc on peut, chiffre d'affaires 250 et un peu plus de 300, ça dépend après des années et puis des volumes, mais voilà, le point d'équilibre, ce serait plutôt autour de 300 000. Et du coup, là, le Covid, ça a dû être un sacré choc. Ben oui, ça a été un choc parce qu'on depuis 10 ans qu'on a repris le domaine, on a eu une politique très forte de passage à l'export, de sortie du négoce et de la grande distribution, quelque chose qu'on a finalisé il y a 2 ans totalement, enfin 3 ans, ouais. Et bah, en se penchant sur le réseau trad et surtout tout ce qui est bar, café, hôtel, restaurant, voilà. Et que ce soit en France et dans les grandes villes du monde, New York, Tokyo, des choses comme ça. Donc l'impact pour nous a été extrêmement violent parce que c'est ces commerces-là qui ont été le plus touchés. D'autant plus que sur la France, on sortait de la période des gilets jaunes qui a été extrêmement violente aussi pour les commerces de centre-ville. Donc on a pris le coronavirus de manière violemment frontale sur les ventes. Moi, souvent, je fais le parallèle avec la crise de 2008, quand j'ai des personnes qui sont à la tête de leur entreprise depuis un peu plus longtemps que vous, et certaines ont mis 8 ans, voire 10 ans à s'en remettre. Vous l'avez pas vécu, mais est-ce que vous pensez que les propriétaires qui vendaient, c'était un peu lié à cette crise en 2010 ou c'était juste un côté générationnel Je sais pas, 2008 dans le vin, ouais. c'est pas vraiment senti la crise de la même manière, hein. Quoi, au niveau du vin, ça s'est senti sur des vins un peu chers, sur les milieux de gamme, et entrée de gamme, ça a pas vraiment joué. Là, on est vraiment touché dans le cœur de la consommation, hors grande distribution, quoi. En 2008, ouais, il y a eu, moi j'étais dans un autre domaine, problématique d'export, de ralentissement de marché export, etc. Dans le Bordelais, ça n'a pas été le cas. Le Bordelais exportait très très peu en 2008. Commençait à peine sur la Chine, et le Bordelais exportait peu. Et vous, là, donc ça fait un moment qu'on est dans la crise. Il y a eu le confinement en mars, depuis déconfinement. Là, on sent que c'est un peu plus compliqué, il y a des reprises de cas. Comment vous le vivez, vous, aujourd'hui, en termes de business? Ça a redémarré à peine. On commençait à renvoyer aux cavistes, les cavistes de banlieue surtout. Bon, eux, ils ont bien travaillé, hein, certains.
Les cavistes de périphérie de ville, il y en a qui ont vraiment très très bien travaillé. Parce que les gens étaient chez eux, ils ont été chez les cavistes. Donc ça a marché. On réexpédie un petit peu on recommençait à réexpédier dans les restaurants, là, ça repartait un petit peu. L'export commence aussi à se réactiver un petit peu, mais voilà, il faudrait qu'on continue comme ça, mais ça reste très très mou, hein, quand même. Ça reste des petits volumes, et des marchés de volume, ça bouge peu. Bon, c'est pour ça aussi que j'ai un peu changé de stratégie depuis le, mi- le milieu du Covid, hein, voilà. Et justement, moi, dans mon podcast, j'aime bien voir comment les entreprises innovent face à cette crise, parce que ça peut être une source d'opportunité, mais aussi une source de difficulté. Vous avez changé de stratégie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ben, en fait, j'ai décidé d'avoir une stratégie de vente directe par, par Internet, on va dire, hein, pour être un peu général, hein, par les réseaux sociaux, avec l'ouverture d'une boutique, avec puis voilà, puis une stratégie extrêmement agressive, hein, dans le bon sens du terme, hein, mais et donc voilà, je me suis fait aider aussi pour ça, hein, parce que j'avais déjà tenté l'expérience du e-commerce dans le vin, ça avait été néant. Donc là, je me suis fait aider par une coach qui a une méthodologie bien rodée. Donc, et on a déroulé ça sur la France. Donc moi, j'ai pu, voilà, le temps de mettre tout ça en place, on a vraiment débuté qu'au mois de juillet. Donc au mois d'août, c'est très calme pour les ventes en ligne de vin parce que les gens sont en vacances malgré tout. Puis on a recommencé septembre et voilà. Et donc là, on réattaque fortement et je duplique mon modèle. Je suis en train de dupliquer mon modèle sur l'Angleterre. Et puis après, on va dupliquer sur d'autres régions du monde, faire de la vente directe. Ah, vous passez donc en B2C par rapport à une stratégie plutôt B2B, c'est ça? J'avais une stratégie 100% B2B. Ouais. J'ai jamais fait de ça. Voilà, je fais 2 salons de particuliers juste comme ça, histoire d'avoir un petit peu de retour. Puis c'est pas très loin, puis voilà, pour voir des copains. Mais autrement, non, j'avais pas du tout. Puis toute la stratégie B2C classique, c'est un gouffre à temps et à argent et c'est plus du tout rentable. Tous ces salons terroirs, saveurs, ça rapporte de l'argent qu'à ceux qui les organisent, hein, faut être clair. Et donc voilà, bah, donc c'est d'avoir une stratégie voilà, B2C basée exclusivement voilà, sur les communications de réseaux sociaux, Internet, mail, etc. Ouais, eh ben, on va en parler, mais juste avant, ça m'intéresse votre coach. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est, comment vous l'avez trouvé, et si vous avez fait enfin donc vous avez mis en place un commerce en ligne. Est-ce que vous avez choisi enfin des outils comme Shopify, ou comment vous êtes organisé, vous Voilà, avez donc tout moi développé? avec la coach, donc je travaille avec un cabinet qui s'appelle ID20, avec Galate Fèvre. L'idée c'est de mettre des outils en place seul, sans dépenser d'argent par ailleurs, et voilà, avec des choses de type, voilà, de type Shopify ou autre, oui. Oui, d'accord. Oui, parce que moi j'ai écrit un livre aussi sur l'innovation qui s'appelle Innover en pratique, qui est sorti chez Roll en début d'année pour les PME, TPE, Hmm. et il y a toute une partie sur la frugalité. C'est vrai que dès qu'on développe du digital, certaines structures se font aider par des acteurs locaux qui peuvent leur développer des outils vraiment pas chers, ou alors ils font du sourcing pour des abonnements. Vous, sur votre solution technologique, c'est top secret, ou vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez choisi? C'est un peu secret. Ok. C'est un peu secret, mais oui, oui, bah, c'est basé sur des shops qui ne demandent pas de développement, qui ne demandent pas d'informaticien, même si moi je le suis à l'origine, mais voilà, ça demande pas de choses. Ça demande pas 10 000 € par la web agency du coin, ça demande pas, etc., etc. Hmm. Donc Ouais, l'idée ok, très bien. c'est d'être dans la frugalité exactement, mais avec une méthodologie bien rodée pour avoir un impact, alors qu'on est une petite boutique isolée parmi des milliers, quoi. Voilà. Donc en fait, on peut la trouver sur Internet. Je pourrais la mettre dans les liens du. Oui, bah, ça Ok, s'appelle boutique.lesgraphes-de-bio.fr ou d'accord. .com. Puis là, de la semaine prochaine, bah, j'ai shop.lesgraphes-de-bio.uk. Et j'envoie, je fais la publicité Facebook, les gens le savent. Ok, vous avez un Facebook Pixel sur votre site, j'imagine, pour bien Voilà, j'ai un Facebook targeter les Pixel et bonnes je fais des personnes. publicités vidéo, et- uniquement vidéo. Mm.
Et puis voilà, je fais des promos régulièrement, tous les 15 jours, 3 semaines, et j'envoie, et voilà. Oui, j'ai vu sur votre blog, vous proposez des tarifs assez intéressants à la bouteille pour des grosses commandes et vous proposez aussi de faire voilà, des pubs Facebook sur la région. Ça, c'est pour vos clients déjà cavistes. Est-ce que Voilà, ça la marche pour recette, moi? rien du tout. Non, bah, ils comprennent peut-être pas. Non, ils comprennent rien, ils comprennent pas du tout, du tout, du tout. Je l'ai fait au Danemark, hein. Franchement, j'ai envoyé une palette avec un de mes cavistes danois, on a fait la publicité avec Voucher, etc. Enfin, avec bon de réduction et tout, ils comprennent. Et en France, ils comprennent pas, quoi. D'avoir à mettre 30 euros là-dessus sur leur. Enfin, ils comprennent pas. Ouais, ça m'étonne pas. L'innovation, non, c'est pas dans ce métier-là, hein. Ils pensent que c'est trop sacré ce qu'ils font. Ah, intéressant. La sacralité du vin, vous voyez. Ouais. Mais bon, c'est Pourtant. des blocages qu'on a nous aussi, hein, quand on commence à faire ça, hein. Ouais. Aller dire aux gens, je vous fais une promo, vous en achetez 5, vous en offre une de plus. Les gens se disent, ah, mais ça fait supermarché, ça fait machin. Mais non, mais les gens, les gens attendent d'avoir de la promotion, les gens ont envie voilà, ils ont envie qu'on leur parle, qu'on leur dise des choses, mais c'est, je sais pas, c'est un petit complexe français ou c'est pas forcément que le vin, mais Ouais, c'est voilà, donc intéressant ce que vous dites. Ouais. ça c'est, il faut se débarrasser un petit peu de nos petits complexes vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la réussite, choses comme ça. Vous avez réussi à vous débarrasser un peu de ces complexes-là en devenant néo-vigneron, comme vous le dites sur votre Non, pas blog. totalement. Ouais. Avec ce que je suis en train de faire, oui, un peu. Et vous voyez des résultats positifs là pour l'instant sur votre démarche? Ah bah, en termes de vente, déjà oui. Oui, oui, en termes de vente, c'est déjà intéressant. Encore des choses à ajuster, prendre de la vitesse. C'est coûteux en temps, hein, la logistique, tout ça. Ça va coûter en organisation. Voilà. Mais après, ouais, ouais, pour l'instant, je pense que voilà, je pense que il y a un vrai potentiel. Il faut pas y aller n'importe comment. C'est pour ça que voilà, j'ai décidé de me faire aider, parce qu'on peut vite dépenser de l'argent pour rien. Ouais. Moi, je dis souvent l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Donc, effectivement, il faut avoir cet état d'esprit comme vous, enfin, vivre un peu dans le nouveau paradigme, on va dire. Et puis quand même avoir des techniques et bah, choisir les bons outils, comprendre comment ça fonctionne, pas brûler de l'argent en publicité alors que parfois c'est mal ciblé ou faire des publicités qui vont parler aux gens. C'est super de se faire accompagner, ça veut dire que vous avez déjà un certain état d'esprit. Moi, je suis curieuse de savoir comment vous avez trouvé cette société là que vous avez mentionnée. Est-ce que c'était dans votre radar depuis longtemps? Est-ce que c'est eux qui vous ont démarché? Comment, une fois que vous avez pris cette décision, vous avez choisi ce prestataire? Bon, bah, elle est très présente, hein, quand même sur les réseaux sociaux. Elle utilise ses propres outils pour développer son business aussi, hein, donc elle est très présente. Elle intervient beaucoup dans les forums de vignerons. Donc ça fait. Puis en plus, elle avait écrit un bouquin que j'ai lu il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans, j'avais déjà lu son livre. Ça fait longtemps qu'elle est dans le milieu, hein, Galatée. Ça s'appelait le marketing identitaire. Et donc ça fait, oui, bah, on peut dire que ça fait, en tout cas, que c'est que son système est dans mon radar, ça fait bien 3 4 ans, ouais. 3 ans, ouais. Et donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment cette crise qu'on traverse qui vous a fait changer de stratégie. Sinon, est-ce que vous pensez que vous l'auriez fait ou pas? Non, non, bah, j'aurais peut-être essayé avec elle, parce qu'elle a aussi proposé un accompagnement sur la partie B2, B2B aussi, qui est assez disruptive aussi, mais non, j'aurais pas, non, non, si j'avais pas eu ça, si j'aurais continué ma stratégie un B2B. Oui. Effectivement, quand ça fonctionne, qu'on est dans une forme de routine, on a tendance à pas Moi, vouloir ça changer. fonctionnait pas si bien que ça, parce que je trouve à la fin, avec le recul, on a dépensé quand même beaucoup d'argent en salon ou en choses qui sont pas. Ouais, on dépense beaucoup d'argent dans des salons, dans des choses comme ça. On se fait plaisir, on voit des gens, mais c'est pas, voilà. Non, non, je pense que j'aurais été, j'aurais quand même, ouais, je pense que j'aurais
continuer. Après, peut-être que j'aurais justement l'utilisation des outils qu'on fait avec le Covid là pour faire la vente de même en B2B euh, sur du pro. Euh, Là, j'en ai fait une conférence, ça a débouché sur des choses et je pense que je vais développer aussi ce genre de démarche, mais en B2B. Ça sera Conférence sur quel sujet? Ah bah c'est en fait c'est des présentations, enfin c'est de faire une présentation de vin mais en ligne, un Zoom, mais c'est pas du Zoom, mais c'est autre chose, mais Hein. voilà. Avec à votre clientèle professionnelle, c'est Ouais, ça? Présenter vos vins. on Ouais. invite 15, 20 personnes. On en a 6, 7, 8. Ils sont à leur bureau et on leur fait une présentation, on leur fait une dégustation et puis après ils peuvent prendre des échantillons, commander des échantillons, etc. Les dégustations, vous la faites vous de votre côté de l'écran ou vous leur envoyez des choses à déguster du leur aussi? Non, on n'a pas fait ça encore. Je le fais de mon côté. Ok, d'accord, c'est intéressant. Non, je vous demandais, j'étais sur votre site là, il est vraiment bien réussi. Il est nouveau ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez depuis quelques années? Le Il a shop l'air ou nouveau. le Pas site? le shop, ouais, boutique Les Graves. Ouais. Ah, le boutique Les Graves, ça non, ça Ouais. c'est mai. Ok, d'accord. Oui, parce qu'il correspond un peu au code du moment, un peu de Ouais, mais design. le site aussi, il est un peu dans ce genre-là. D'accord, ok. Lesgravesdeboutique.fr. Ok. C'est ouais, ouais. Carte de visio, je le fais moi-même. Ça, je l'ai fait moi-même. Pareil. Bon, ça me demande un peu plus de programmation, mais oui, oui, c'est des sites en responsive. Que vous faites sur WordPress ou vous développez? Non, le site web, je le fais avec un truc français qui s'appelle OpenElement. Comment, pardon? OpenElement. Ah, ok, OpenElement. Oui, c'est vrai que vous êtes dans l'informatique, vous étudiez l'informatique, donc vous Alors, savez développer. OpenElement, c'est pas difficile, mais bon, là, c'est quand même. Il y a des super templates, c'est gratuit. Hmm. Ouais, j'avais jamais entendu parler. Moi, j'utilise plutôt des CMS comme Squarespace ou Webflow, qui sont payants, même s'ils ont une version gratuite, en tout cas pour Webflow. Mais ouais, je connaissais pas OpenElement, je Ouais, ouais, regarderai. ouais. Alors, SquarePlay, c'est pas mal aussi. Hmm. Ouais. Ah bah génial. Écoutez, et par rapport à donc là je vois que vous avez donc innové voilà avec une nouvelle stratégie. Vous avez été très rapide dans l'exécution puisque dès mai vous aviez votre boutique et vous vous développez aussi sur des nouvelles façons d'interagir avec votre public professionnel. Est-ce que vous avez fait appel aux aides de l'État, activé certaines choses, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour tenir Ah un oui, peu j'ai tout activé, hein. vous avez tout activé. Et y compris le PGE, vous avez activé? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai lu qu'il y avait 60% des entreprises à ce stade qui le gardaient plutôt comme un matelas. Est-ce que c'est vous, le PGE, vous avez déjà puisé dedans ou Ah, on a tapé dedans, hein. Ouais. Ah ouais, Mm. ouais, en trésor, on ne s'en sortait pas sans ça. Ouais. Non, 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 sans le PGE, on passait pas l'été. On Ouais. passait pas les vendanges, quoi, on va dire. Non, là, il y en a encore un peu de PGE Ouais. qui reste, mais non, Ouais. non, Parce que nous, mai, juin, ça nous coûte cher, hein, en viticulture, hein. On a les Mm. travaux en vigne, on sort des 20 000 euros par mois, hein, Ouais. de dépenses, hein. Combien? En dépenses, on fait des Ouais. 25 000 euros par mois hein, sur mai, Ouais. juin, juillet. Ouais. Donc, Et votre chiffre d'affaires, il a baissé de combien en pourcentage sur cette sur ce période? mois-là, on était à Mm. 60%. Ok. Ouais, Ah oui, c'est beaucoup. quand on a des marges de 8-10%, Mm. la trésor, elle est morte, hein. Oui, c'est ça, ouais. Nous, on a un problème dans la vitie, enfin, comme beaucoup de PME françaises. Le problème, c'est la trésor, hein. On drive l'entreprise à la trésorerie, hein, pas au chiffre d'affaires, hein, enfin, Vous pouvez un malheureusement. peu expliciter pour les auditeurs et les auditrices ce que vous entendez par là? Bah, en fait, notre gros souci, c'est de pouvoir payer nos fournisseurs ou enfin, nos charges à la fin du mois.
C'est qu'on a des périodes de grosse activité, des périodes de sous-activité un peu moins, mais on a des périodes de surdépenses. Euh, et ben ça, il faut pouvoir les amortir. Et ben voilà, quand on doit faire des mises en bouteille, on doit faire 23 000 bouteilles, hein, ben, on doit sortir pratiquement 23 000 euros. Donc, ça fait une surcharge tout d'un coup un mois, et puis ces bouteilles, on va les vendre sur un an, quoi. Donc, on a beaucoup de mobilisation de stock, voilà. Et quand on a tout d'un coup de la perte de chiffre d'affaires qui arrive, ben, tout ça, ben, ça creuse nos trésoreries. Donc, l'aide de l'État, ça a été indispensable. Et vous n'avez pas trop d'appréhension pour la fin d'année, les bilans? C'est ce que me disent certains chefs d'entreprise, c'est que c'est Ben, là que ça va être un peu. les Ouais. bilans seront minables, Ouais. de toute façon, les bilans seront en perte. Après, le problème des bilans en perte, on verra comment réagissent les banquiers, hein, mais c'est qu'on a des varants de trésorerie. Bah, s'ils nous les renouvellent pas, ben, là, on ne sait pas ce qu'on fera, hein. Mais bon, a priori, on avait deux banques, il y en a une qui nous a lâchés il y a quelques années. Celles-là, bon, ils ont l'air de vouloir nous accompagner. Avec ce que je leur montrerai d'ici la fin de l'année, enfin moi c'est pas la fin de l'année, moi je boucle en octobre, mais si UK démarre bien, bah, moi j'aurai quelque chose à leur montrer, une perspective positive. Donc vu l'état d'esprit de Natexis sur le monde viticole, ça pourra passer, quoi. Et si les banquiers nous lâchent, bah globalement nous on arrête, quoi. Mm. On a besoin des banquiers, hein, l'année prochaine. Oui, c'est exactement ce que me disent. Oui, tout à fait. Et il Voilà, s'ils nous faut. lâchent, on arrête, hein. Mm. De toute façon, il ne se passera rien au niveau du gouvernement et au niveau des syndicats agricoles. C'est ce qu'ils mettent en place, c'est pouillème, quoi. Donc il faut absolument qu'on montre qu'on est capable voilà, on est en bio. Bon, déjà, ils sont un peu plus confiants, mais je sais qu'il y en a déjà qui ont été notifiés que c'était fini, quoi. Ils ne suivaient pas les banques. Donc Et vous l'expliquez par des faits que ce sont des domaines qui ont pas bougé ou que. ouais, bah, les domaines qui n'ont pas bougé, trop Mm. gros, machin, il y a trop de vin à Bordeaux, de toute façon. Et puis, voilà, c'est très bien que ça va être quelques centaines, voire bons milliers d'exploitations qui vont fermer. Et est-ce que le changement climatique, ça vous a aussi impacté de façon ou positive ou négative là cette année, en plus du Covid, ou comment ça s'est passé? Bon, je sais pas, les années sont difficiles. Ça fait 10 ans, depuis 10 ans, on a doit avoir 6 années difficiles, donc compliqué à dire. Changement climatique, non, on a des étés chauds, ce qui, dans un certain cas, est pas plus mal, puisqu'on a des printemps humides. Pour les maladies, c'est quand même compliqué à gérer. Heureusement que les étés arrivent chauds et ralentissent la maladie, mais en contrepartie, voilà, on a des vignes qui peuvent un peu souffrir. Donc oui, on doit s'adapter, hein. On va devoir s'adapter. Là aussi, on va devoir innover très très fortement, hein. Vous avez déjà des pistes ou des idées ou? Ouais, 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 on en a pas mal. On a commencé, hein, les deux pistes sur la partie maladie. Si on continue à avoir des hivers chauds et humides, ben, ça, à un moment donné, il va falloir aller sur moi, je veux potentiellement aller sur des cépages résistants. Le problème, c'est qu'on sort des appellations, on tombe en vin de France. Bon, hein. Là, la France, elle a bien 10 ans de retard par rapport à nos voisins allemands, suisses et italiens sur les cépages résistants. Il y a un gros blocage de l'INAO, tout ça. Donc nous, là, on est en train de perdre du temps, de perdre vraiment des possibilités d'innover. Ça, c'est malheureusement la France. C'est aussi des lobbies, l'INRA qui est en retard sur ses variétés, donc il bloque les variétés étrangères. Enfin bon, ça c'est classique. Et donc
Donc ça, c'est une première piste. Et la deuxième piste, ben, c'est changer nos pratiques culturelles. Alors nous, on a déjà beaucoup commencé. Euh, Pailler, ne plus labourer, ne plus utiliser le paillage, et puis peut-être réintroduire les arbres dans les vignes pour faire de l'ombre, pour faire voilà. C'est vrai qu'on est habitué à un paysage uniquement de vignes, Oui, mais ça, je vraiment pense que imprimé dans l'imaginaire. c'est mort pour chez nous, quoi. Ça, c'est plus possible, quoi. Donc, aller sur de l'agroforesterie. Moi, je fais des essais. Je fais des essais en maraîchage, d'agroforesterie. Par exemple, là, moi, j'ai planté des tomates cette année sous verger. Ben, j'ai zéro arrosage sur les tomates sur tout l'été. Waouh! Et ça a marché? Et je produisais des bonnes quantités. Pas d'arrosage, enfin un palissage très basique, euh, pas d'effeuillage de tomates, enfin pas de une conduite plutôt un peu sauvage. Alors c'est un peu très dense, extrême. Voilà, donc faire tout le contraire de ce qu'on faisait, on étalait les cultures pour pas qu'elles se concurrencent, etc. Et là, c'est au contraire mettre beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire créer un environnement de feuillage très dense, autoprotégeant, plus le verger au-dessus, etc. Et là, voilà, là, on a fait zéro arrosage. Et comment vous êtes formé à la permaculture ou comment vous faites pour mettre en place toutes ces expérimentations? La lecture principalement, et puis de temps en temps, voilà. Puis il y a quand même, on arrive de plus en plus à, voilà, il y a des groupes sur YouTube, il y a des conférences, etc. Oui, aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise voilà, comme vous, hein, le domaine viticole, c'est pareil, c'est quand même une entreprise, qui n'ont pas forcément le temps de s'inspirer, de s'informer. Or, il y a énormément de choses. Moi, j'ai interviewé une dirigeante d'entreprise dans l'Est de la France. Avec le Covid, elle a découvert les webinaires et elle continue de se former en ligne alors qu'avant, elle n'y aurait jamais pensé. Donc, il y a aussi certaines personnes qui ont pu plus s'ouvrir à ces types de formations et d'auto-formation qui sont très riches. Euh, donc, j'imagine que vous faisiez déjà un peu avant. Oui, oui, ben, j'ai toujours fait ça. Et comment vous faites pour garder le moral parce que ça doit être difficile en ce moment? Oh, bah, maintenant, j'ai décidé de plus me prendre la tête. Bon, le moral, bon, il faut l'avoir, hein. Ça sert à rien de pas l'avoir. C'est ce que je me dis Ouais. depuis quelque temps. Non, mais avant, j'étais angoissé tout le temps. J'angoissais pour tout, j'angoissais pour ci, j'angoissais pour ça. Ah, mais non, j'angoisse plus pour rien. J'ai arrêté Comment d'angoisser. ça s'est passé? Vous avez décidé un jour de plus angoisser et ça y est, votre cerveau il a dit OK. C'est ça. C'est génial. C'est à peu près ça. Non, mais oui, oui, j'ai un peu rationalisé les angoisses. C'est-à-dire, voilà, à un moment donné, il faut se dire, bon, mais bon, on s'angoisse, on n'arrive pas à dormir le soir, on n'arrive pas à se lever le matin, on a une boule dans le ventre et on est mauvais. Et on est mauvais. On agit mal, on arrive comme on dort mal, la journée on n'est pas efficace, quand on parle aux gens au téléphone on est nul, enfin bon, on est mauvais, donc ça sert à rien. L'angoisse, le stress, ça fait rien. Donc voilà, donc je me dis, voilà, ça sert à rien, donc on arrête puis on y va. Et puis il y a des moments, des choses difficiles, et puis des choses difficiles. Puis s'il n'y a pas de solution, ben il n'y a pas de solution. Dans le fond, oui, on a une entreprise, qu'est-ce qu'on risque de perdre l'entreprise, de faire faillite, la bonne affaire, quoi. C'est pas, il y a pas mort d'homme au final, hein. Ouais, Bon, d'accord. Donc si le pire arrive, c'est-à-dire, enfin en tout cas la faillite, pour vous c'est plus, enfin en tout cas c'est comment dire, c'est une idée qui est acceptable. mais oui, enfin, en plus, on est en France, hein, faut pas. Oui, oui, bah c'est sûr, on va se retrouver au RSA, machin et tout. Mais on essaiera de faire autre chose. On va avoir du stress par moment. On peut se dire, on peut avoir des, voilà, mais à un moment donné, il faut se dire, voilà, ça, est-ce que je peux agir dessus? Je peux pas agir dessus, bah, je peux pas agir dessus. Ça, je peux agir, bah, je change. Puis si je peux pas, bah, j'arrête au bout d'un moment. Voilà, si à la fin de l'année, il s'est pas passé quelque chose, on n'a pas réussi, bah, à un moment donné, faut savoir arrêter aussi. Est-ce que vous êtes donné un objectif d'ici la fin de l'année, un peu chiffré ou autre, qui vous disent bon là, je sais que ça va continuer ou est-ce que c'est un voilà, est-ce que vous avez un peu Ouais, objectivé? j'ai pas mis des chiffres sur le papier comme ça, mais
l'objectif, c'est bien d'avoir une perspective de chiffre d'affaires qui repart et qui augmente et la capacité de- de compenser par les ventes directes. On va arriver sur la fin de l'année, octobre, novembre, décembre. Normalement, c'est des gros mois de vente directe, donc il va falloir miser là-dessus. Si on n'a pas des vrais résultats là-dessus, c'est-à-dire voilà, moi j'ai des objectifs de 20 000 euros par mois de chiffre là, minimum, sur cette clientèle-là. Euh, Si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à ça, bah, au début de l'année prochaine, il faudra se poser des questions, parce que c'est pas au début de l'année prochaine que ça démarrera, hein. C'est pas en janvier, février qu'on fera notre chiffre, hein. Même si, J'imagine que c'est rassurant d'avoir quand même un plan d'action et des objectifs, parce que souvent on constate un peu ce qui est un phénomène d'escalade de l'engagement où on a du mal à s'arrêter parce qu'on a mis tellement de soi, tellement d'argent, mais aussi d'émotions, voilà, plein d'énergie et c'est dur parfois de savoir s'arrêter, mais quand on arrive à objectiver, ça peut être un peu plus simple, oui, bon, à côté de ça, on n'est pas moins totalement difficile. rationnel, hein. Hum. Et C'est-à-dire c'est que si on était purement rationnel, je pense on aurait arrêté avant déjà. Si j'avais voulu être rentable, j'aurais ouvert un McDo, hein. Avec l'argent que j'ai mis, j'aurais ouvert deux McDo et je me la coulerais douce. Non, mais ouais. voilà, mais sauf que j'ai pas envie d'ouvrir un McDo. J'imagine vu tout ce que vous déployez en termes d'éthique dans votre façon dans votre domaine viticole. Et quand vous dites on, parce que j'avais lu dans votre blog au début, quand vous cherchiez un domaine à acheter il y a une dizaine d'années, vous aviez parlé de votre épouse qui vous deviez pas vous éloigner trop. Est-ce que quand vous dites on, elle est aussi toujours Non, bah avec non, vous? non, 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 ce genre de projet, ça provoque des remous. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Oui, parce que vous l'avez pas mentionné, mais du coup, je me demandais, c'est vrai que quand on est en couple et qu'il y a une vie d'entreprise très prenante, ça peut Voilà. poser des chemins qui s'écartent, on va dire. Et est-ce que je demande toujours ça, je sais pas si vous les connaissez, vous connaissez votre MBTI? Je sais même pas ce que c'est. C'est un test de personnalité qu'on fait souvent en entreprise, donc comme vous avez peut-être vous MBTI, l'avez c'est peut-être pas quoi? fait MBTI. MBTI. C'est Les types NPT, NPT, c'est ça? ouais, c'est ça. Parfois Ah, c'est ouais, ouais. INFPT, des choses comme ça, introverti, Ouais, ouais, extraverti, ouais, ouais, rationnel. ouais, 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 ouais. Voilà, moi je suis INTP, ouais. OK. Et est-ce que vous connaissez votre énéagramme? Énéagramme, c'est un test de Non. personnalité, c'est 9 personnalités. C'est de plus en plus, ça existe depuis longtemps, mais ça se popularise un peu sous l'influence américaine comme souvent, où, l'idée c'est de bien connaître les gens avec qui on travaille pour bien communiquer et aussi se connaître soi-même évidemment pour être mieux dans ses baskets. Mais voilà, Énéagramme, il y a des tests Non, gratuits en ligne si vous voulez le faire. je connais pas ça, non. Ouais, c'est vraiment bien. Et moi, j'ai fait le mien Non. cet été avec une coach. Ça m'a beaucoup aidé parce que justement, on arrive à voir sur quel champ on doit faire un peu de travail personnel pour être plus équilibré et finalement être plus heureuse. Non, ouais, non, je vois Meilleurs Grips, ouais, ça j'ai fait, le Meilleurs Grips, Ouais, ouais. ok. Et signe astrologique, ça c'est plus facile normalement. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est pas quelque chose que je C'est regarde quoi votre beaucoup. signe? Moi, je suis taureau ascendant vierge. Ah, ok. Et qu'est-ce que ça dit de vous en fait, voilà, que ce soit la MBTI ou qu'est-ce que vous en retenez de vous-même? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas vous dire qui vous êtes en fonction de ce que vous m'avez dit, mais vous, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est-à-dire, Bah, ça, qu'est-ce qui résonne correctement quand vous dites Taureau ascendant Vierge? Est-ce qu'il y a des bon, ça, choses j'en sais rien, j'ai jamais vraiment Ok, regardé. Sur l'autre, oui, oui, bah, je suis la caricature du test, là, moi. Je pense ils ont pris ma personnalité pour définir les INTP, hein. bah, Non, merci ouais. d'avoir partagé ça. Ouais. On va terminer sur une question sur. Est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve? Ouais, pas plus que chaque jour depuis 10 ans. Non, mais pas plus que chaque jour depuis 20 ans, même, je sais pas, non. Enfin, non, pas plus que ça. J'ai juste l'impression que le monde est un peu étrange.
que les choses sont devenues un peu étranges, mais bah, Étrange, c'est-à-dire? c'est un petit peu étrange. Ces masques, ces gestes bizarres qu'on doit faire, se laver les mains, enfin, des trucs un peu ces distances. Ouais, ça rend les choses un peu bizarres, un peu étranges. Mais de là à parler d'une épreuve, non, le confinement, en fait, le confinement, à part le business qui était un peu machin, mais moi, comme j'ai beaucoup travaillé justement sur ces projets, moi, c'était cool le confinement. J'ai mon ami qui est venu passer les 2 mois avec nous, j'avais les enfants à la maison, voilà, moi, j'allais travailler parce que j'étais à côté, donc j'ai pas de soucis. Et tout le monde était à la maison, c'était pas désagréable en fait. Puis moi, Ils ont quel voilà, âge, vos enfants? 12 et 16. Et vous pensez qu'ils reprendront votre... Non, Non? non. Pour l'instant, je dirais, il n'y a aucune chance, mais on sait jamais. Mais non. On voit travailler en gagnant pas d'argent, donc ça les dépasse un peu. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je peux comprendre. Non, l'entrepreneuriat, c'est pas un truc pour l'instant, voilà, ils sont jeunes. Puis cette génération a une vision un peu différente du travail, de, de sa relation, ouais, à sa relation au monde du travail. Ouais, c'est vrai que le monde n'est pas le même que celui... Oui, et puis j'avais peut-être la même façon de penser à leur âge. Et moi, j'ai plein de copains vignerons hein, qui étaient partis faire tout à fait autre chose et qui voulaient absolument pas reprendre l'exploitation des parents et qui sont revenus à 40 ans ou à 30, voilà. Ça, c'est vraiment très courant. Hein. Ah ok, je savais pas du tout qu'il y avait Ouais, ce ouais, dynamique-là. il y en a beaucoup qui, voilà, j'ai des copains qui étaient aussi informaticiens, des voisins, ils ont repris derrière leurs parents, alors qu'ils n'avaient pas vraiment du tout envie de ça à la base. Hein. Mais Mais ils ont repris un peu par obligation parce que... non, ils Ou... ont Non. repris parce que tout d'un coup, ils ont ouais, passé 15 ans à Paris, 20 ans à Paris, fait des choses, et puis, je sais pas, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais l'envie de retrouver un peu le chez soi, il n'y a pas de règles, mais on a des, on a peut-être pas envie de faire toujours la même chose dans la vie, hein, non plus. Oui, je comprends complètement. Et du coup, bah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à ajouter que vous auriez aimé voilà, ajouter à cet épisode? Non, non, ça me semble, on a fait un bon tour. Mm. Bah, merci d'avoir partagé ça, nous a fait un peu plonger dans votre univers. Donc, bah, écoutez, moi j'espère que vous allez pouvoir bien déployer votre nouvelle stratégie. Ça a l'air très bien parti en tout cas. Bah, on va Et essayer, puis ouais. moi, ça me conforte dans certaines choses que je dis. Voilà, s'inspirer, se faire accompagner, et Ah puis oui, être non, mais capable, voilà, de voilà, pivoter. C'est ce que bon. vous avez fait. C'est Oui, mais voilà, bon, le coaching, impressionnant. c'est des choses que moi, dans mon ancien boulot, Mm. que j'avais déjà fait, hein, je trouve. En France, Ouais, mais tout le monde le fait en pas, ouais. France, Et on ça, est c'est... très très timide là, Ouais. sur le coaching. Mm, Alors dans les autres pays, on se fait mm, coacher facilement pour tout. En France, mm, c'est comme aller voir le psy. Et les gens ils se disent, mais je suis pas malade, mais c'est pas la question d'être malade. mm. C'est juste la question qu'on sait pas, on peut pas faire tout seul. C'est impossible de prendre du recul tout seul hein, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Euh, Ça, c'est pas possible. Et cette façon de pas, voilà, ouais, on a toujours l'impression de dépenser de l'argent pour rien quand on fait du coaching en France. Voilà. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes américaines, dans des boîtes israéliennes, donc je vois bien ce que c'est. Mm. On Ouais, mais prend un c'est ça qui fait coach, toute la voilà, différence, quoi, on prend un effectivement. coach une fois par semaine, pendant 1 heure, on échange, on prend du recul, il nous aide à nous recaler, et puis on est reparti pour la semaine, quoi. C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. À bientôt!